C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, deuxième jour du dialogue initié par le gouvernement au profit des acteurs politiques. 6 différents ministres ont planché dans chaque secteur. À la fin, nous avons recueilli quelques impressions. Le Bénin et la Chine renouvellent et renforcent leurs liens économiques. Un partenariat matérialisé par la 2e édition du Forum d'investissement Chine-Bénin. Plusieurs institutions y sont associées. Et puis le dossier sport met au devant de la scène l'un des clubs mythiques du Bénin, les Dragons de Louémé. Depuis ces années de gloire à ce jour, l'équipe a traversé des périodes difficiles. Aujourd'hui, elle renaît de ses déceptions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Hier samedi, c'était deuxième jour du dialogue initié par le gouvernement au profit des acteurs politiques. Ils étaient 6 ministres du gouvernement à plancher, chacun dans leur secteur respectif. À la fin, Marcel Arrossi, Jean Obimin ont recueilli les impressions de quelques participants. L'heure de la route politique, de la stratégie politique a sonné maintenant. Je pense que pendant longtemps, la mouvance présidentielle a péché par ignorance ou par humilité de ne pas révéler au peuple béninois souverain les réalisations du gouvernement. C'est sans compter avec l'opposition qui n'est pas prête à nous faire de cadeaux. Parce que ce que nous avons vu hier, ministère par ministère, depuis 1960, ça ne s'est jamais passé. Domaine de la santé, éducation, développement, c'est du jamais vu. Je dis humblement au chef de la mouvance présidentielle de laisser les politiques exercer pleinement le talent d'homme politique. Nous allons occuper le terrain. Nous irons vers ces populations. Ça serait bilan contre bilan. Très fier même. Parce que à la sortie maintenant, on sait on est très outillé et on sait que le pays marche. Il ne faut plus que les gens pensent que ce pays ne marche pas. Le pays marche et marche à grande vitesse. Aujourd'hui, ce que c'est que le Bénin a compris. Ce que le Bénin va devenir demain, on l'a compris. Avec tout ce que le chef de l'État a fait et que aujourd'hui, si même le dernier Béninois ne comprend pas, nous allons le faire comprendre. Bientôt, nous serons sur le terrain pour expliquer à la population. Nous devons nous sentir fiers d'être béninois, y compris le béninois de Malanville, le béninois de Tchoumi, d'un peu partout, d'Aplaroué, d'Azové, de Diakotomé et pourquoi pas d'Avrankou, de Dangbo. Nous devons nous sentir fiers aujourd'hui parce qu'il y a une dynamique qui est en marche depuis 2016 avec son leader, je veux parler du président Patrice Talon, qui nous donne aujourd'hui raison d'aimer notre pays, de travailler également chacun de sa position pour que le Bénin avance. Beaucoup de choses se font dans le silence. D'abord, il y a eu la conception. Pendant la période de la conception, de planification, on a tout entendu ici. C'est comme si on parle beaucoup, mais on ne voit pas les effets. Mais depuis quelques années, on a commencé par observer les réalisations, aussi bien de façon immatérielle que de façon tangible. Le cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin va bientôt connaître une nouvelle modification après celle de 2017. Les députés s'approprient déjà le contenu du projet de loi y afférent transmis par le gouvernement. Les travaux se sont déroulés lors d'un séminaire parlementaire d'imprégnation à la vallée Sitatunga de Zinvier. Le président de la commission du plan, de l'équipement et de la production partage ici les motivations de cette modification en vue. Une fois voté la loi à l'Assemblée nationale et après sa promulgation, de 2017 à aujourd'hui, il n'y a que 3 projets que nous gérons aujourd'hui dans le cadre du partenariat public-privé. On n'attend plus que ça. Vous allez constater qu'après la présentation maintenant, premier programme d'action du gouvernement, le secteur privé a eu 61% des contributions dans les grandes réalisations de l'État. Ce potentiel est venu à 52%. Au niveau du PHG 2. Ce qui explique ça et qu'il y a des difficultés d'application. Les partenaires privés ne se sentent pas bien dans l'applicabilité de cette loi-là.
Et aussi, nous sommes dans un espace UEMOA. Des directives ont été données par l'UEMOA que les 8 pays des États de l'UEMOA devraient se conformer à ces directives-là. Ce qui rendrait beaucoup plus digeste la loi 2016-24 du 28 juin 2017. Ce sont ces nouveautés-là qui ont été apportées à ce projet de loi amené à l'Assemblée nationale. La commission que j'ai l'honneur de présider a été saisie au fond. Donc pour rendre les travaux beaucoup plus faciles en commission, nous avons décidé d'abord de faire ce séminaire pour que les députés s'approprient mieux du contenu du projet de cette loi-là avant que je ne programme les travaux en commission. Le Bénin et la Chine renouvellent et renforcent leurs liens économiques. La 2e édition du Forum d'investissement Bénin-Chine a eu lieu dans ce cadre. Elle est organisée de commun accord avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la PIEX, le Conseil national du patronat et bien sûr l'ambassade de la République populaire de Chine au Bénin. Les précisions avec Esther Amesiga et Wenceslas Aouimo. Il tire ses origines d'une entente entre le président Patrice Talon et le ministre chinois des Affaires étrangères lors de sa visite au Bénin en 2023. Et après une première expérience réussie, le Forum d'investissement Chine-Bénin, initié dans le but de renforcer les liens économiques entre les deux pays, est à sa 2e édition. Le Bénin et la Chine ont des relations séculaires et mettent un accent sur un partenariat gagnant-gagnant. La Chine est un modèle économique dont on peut s'inspirer et dont nous inspirons déjà. Je voudrais profiter de cette rencontre pour inviter les hommes d'affaires chinois à ne surtout pas hésiter à investir chez nous. À l'occasion de ce forum, zoom est fait sur les progrès enregistrés par le Bénin et la Chine dans leur partenariat ces dernières années. Les visites en Chine de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et chargé de la coopération, ont fait renforcer la connaissance mutuelle et la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines. De 86 millions de dollars, en 2021, le stock des investissements directs étrangers provenant de la Chine s'est établi en 2022 à 170 millions de dollars. Le Bénin a pris activement part du 5 au 10 novembre dernier au Forum des exportations internationales et d'importation de la Chine. Il a fait parler de lui, tout particulièrement à travers son cajou, son karité, mais notamment par son ananas plein de sucre, dont le premier ambassadeur était le président de la République, le président Patrice Talon. Le Bénin, présent à l'exposition internationale d'importation de la Chine en 2023, est encore attendu à l'édition 2024. Un rendez-vous qu'il promet d'honorer. Les membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ont tenu leur première session ordinaire au titre de 2024. À l'ordre du jour, le bilan des activités menées à ce jour et l'examen des états financiers de l'institution. Le point avec Pierrette Adriossi. Nous sommes réunis ce jour dans le cadre de la session de réédition des comptes après un an d'exercice. À cette session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, plusieurs points dont l'adoption des états financiers et le compte rendu d'exécution des activités menées au titre de l'année 2023. Au cours des 12 derniers mois, la vie de notre institution a été marquée par d'intenses activités au nombre desquelles figurent sur le plan investissement, les études de faisabilité réalisées pour la construction d'un centre d'affaires qui abritera le siège de notre centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC et le centre d'affaires avec un centre de conférence à Lokossa. De nombreuses actions ont été menées en direction des femmes et hommes chefs d'entreprise pour la promotion et le rayonnement de leurs affaires. À cela s'ajoute la mise en place de la plateforme de développement des PME. L'année 2024 marquera la fin du mandat actuel de l'Assemblée consulaire, l'évaluation des objectifs assignés par le gouvernement, la réalisation des projets en cours, construction des centres d'affaires à Cotonou et à Lokossa par CIMO. Je voudrais me réjouir des diligences observées par les commissaires aux comptes
pour rendre disponibles tous les documents de contrôle de gestion et de validation des comptes. Je voudrais cependant que nous ayons à l'esprit que cette dernière année de la mandature à laquelle vous appartenez devra inévitablement faire le bilan de la réalisation des différents programmes de votre plan stratégique de développement, mais aussi des objectifs à vous assignés par le gouvernement et dont j'ai l'obligation de rendre compte à la plus haute autorité. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin invite les élus consulaires réunis en session à jouer leur partition pour une économie béninoise plus rayonnante. Dans le reste de l'actualité, la prise en charge des enfants autistes est aujourd'hui une préoccupation pour le gouvernement. Conscient des moyens importants que cela pourrait nécessiter, le Conseil des ministres du 11 avril dernier a décidé de jeter un regard à l'endroit de ces enfants. Mais comment les parents d'enfants autistes apprécient-ils cette décision? Mathieu Sokenou et Ulvaeus Balogun ont mené l'enquête. Ce n'est pas un enfant qui est comme les autres. Elle est tout le temps dans son coin. Il faudrait que je sois forcément là avant que quelqu'un puisse comprendre ses besoins. Et arrivé à un moment donné, on se demande, nos enfants vont devenir quoi plus tard? Je sais pas. C'est l'histoire d'une mère qui souffre quand elle imagine l'avenir de son enfant. Ce dernier est porteur des troubles du spectre de l'autisme, TSA. Au début, là, on avait eu des difficultés à inscrire notre fille. Elle était dans une école privée quelque part. Et les maîtresses, les sœurs nous disaient à chaque fois, « Ah, votre enfant ne peut pas fréquenter ici. On ne sait pas comment la garder. » Comme elle, nombreux sont les parents qui traversent cette situation. Par manque ou insuffisance d'écoles spécialisées pour enfants autistes. Après avoir fait la maternelle 1 et 2 effectivement, dans des écoles ordinaires en réalité, il est arrivé à un moment donné effectivement, où il devait passer en classe supérieure. Et déjà visiblement les enseignants ils n'étaient pas effectivement formés pour pouvoir le garder puisqu'ils ne parlaient pas, ne verbalisaient pas en fait. Il fallait trouver une école inclusive. C'est des centres qui sont rares en fait. J'avais essayé tout au début dans une école à côté de chez moi. Ça n'a pas été facile au fait. Je me demande, est-ce elle peut aller à l'examen comme les autres et on va la juger au même niveau quoi. Pour faciliter la prise en charge de ces enfants, le gouvernement, en Conseil des ministres du 11 avril 2024, a décidé de la mise en œuvre d'un projet pilote visant à apporter un soutien scolaire, une assistance sanitaire et un accompagnement social personnalisé aux cibles. Une décision saluée et bien accueillie. Bon, c'est d'abord une satisfaction, une joie, parce que ces enfants qui autrefois étaient stigmatisés, étaient marginalisés aujourd'hui, se retrouvent effectivement aujourd'hui dans le point de vue de l'action gouvernementale en fait. Ce qui importe, c'est le contenu de ce projet-là en réalité. Ce contenu qui doit pouvoir prendre en compte plusieurs paliers, plusieurs niveaux. Donc par exemple le niveau éducatif et socio-professionnel, le niveau médical et le niveau également parental. Ce que je souhaite, premièrement, c'est la prise en charge, par exemple, des soins. Puisqu'il y a plusieurs spécialistes qu'on est obligé de voir. Les orthophonistes, par exemple, qui nous coûtent excessivement cher. Conscient que plus vite on intervient, plus vite on peut rattraper une partie des troubles, le gouvernement s'engage. De quoi donner espoir aux parents, même si l'autisme n'est pas un handicap dont on guérit. Comment faire des jeunes des vecteurs de paix et de cohésion sociale dans un contexte sécuritaire difficile? L'ONG Educo et ses partenaires ont opté pour la formation à courte durée des jeunes et un appui pour installation. Ainsi, après leur formation dans divers métiers, plusieurs d'entre eux ont reçu des kits d'installation et des appuis financiers à la mairie de Tonguita. Jean-Claude James et Yves Agoudopessi. Au seuil de la vie professionnelle, ils sont 350 jeunes, dont 254 filles, formées gratuitement dans les métiers porteurs de l'artisanat et les activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, ils reçoivent des kits et appuis financiers pour s'installer conformément aux objectifs de Jeunes pour la paix au Nord Bénin. C'est professionnel.
dans leur domaine vont exercer et servir leur communauté en tant qu'acteurs de changement positif, prêts à servir d'exemple d'acteurs de développement et de changement social. Ces jeunes que nous avons en face de nous sont plus autonomes et moins vulnérables à la mobilité et à l'enrôlement par des groupes armés non étatiques. Ils seront désormais des leviers de paix et de cohésion sociale dans leurs localités respectives. Ces deux activités, formation et installation des jeunes assurées par Educo Bénin, ont coûté environ 45 millions de francs CFA. Bras financier, UNICEF soutenu par l'Union européenne avec l'implication remarquée des 3 mairies bénéficiaires, Kobli, Materi et Tanguieta. Chers partenaires, votre engagement, dévouement et professionnalisme sont à saluer. Je n'ai pas de mots justes pour exprimer ma reconnaissance et gratitude. La cérémonie de ce jour est le témoignage une fois encore de l'engagement de l'UNICEF aux côtés du gouvernement pour la promotion d'une éducation inclusive et de qualité pour tous. Démarré le 1er juin 2023, il prend fin dans quelques semaines. La fraternité Papito Mamita a démarré les journées des personnes âgées à Cotonou. L'occasion pour elles de se retrouver pour échanger sur des nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour continuer leur combat de protection. Les précisions avec Emmanuel Eunice Zounon et Simon Villon. Une marche à travers la ville pour entamer les journées des personnes âgées de Cotonou. La fraternité Papito Mamita reprend ses activités au ralenti depuis la pandémie du coronavirus. On fait des visites, on fait des sorties, mais depuis quelque temps, surtout avec Covid, on n'a plus fêté. Donc nous voulons reprendre avec les anciennes habitudes. C'est un moment de retrouvailles. Il y a des gens de 86, 87, 90 ans parmi nous. Cette édition 2024 se consacre à l'élimination de la discrimination à l'égard des personnes âgées. Une invite de la fraternité à donner de l'attention aux personnes du 3e âge. C'était en 1995 que la fraternité Papito Mamita est née. J'ai reçu 2 étrangers. Et c'est des gens du 3e âge. La dame appelait son mari Papito et le monsieur appelait sa femme Mamita. C'est parti comme ça. Le nombre a commencé à augmenter. Donc on a fait des antennes, Cotonou a son antenne. C'est seulement en avril 2001 que nous avons été enregistrés. Les journées des personnes âgées de Cotonou se déroulent sur 2 jours qui leur permettront de s'instruire sur divers sujets liés à leur épanouissement. Je vous le disais en titre, c'est l'un des clubs mythiques du Bénin, les Dragons de Lomé, club aux 12 étoiles. L'équipe a connu sa période de gloire dans les années 80 jusqu'au début des années 2000. Depuis, elle ne joue plus les rôles de premier plan dans le championnat national. Mais cette saison, les Dragons reviennent curieusement au devant de la scène avec des performances dont ils avaient perdu l'habitude. Le dossier de ce dimanche s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler une renaissance. Dragons de Lomé, retour au premier plan, c'est un reportage signé Edmond Rumbo, Arnaud Tosset et Herman Rodrigue Amégan. Les Dragons de Lomé, c'est la vitrine de tout le département de Lomé. Les Dragons, c'est une affaire de sang. C'est dedans pour nous. J'en ai entendu parler tout le temps. C'était une place forte du football béninois, une citadelle, une forteresse qui a bâti sa réputation sur la performance. 12 titres de champion, club le plus titré du Bénin, mais aussi le plus tumultueux. Bienvenue chez les Dragons de Lomé. Deux décennies, 21 ans plus précisément que dure la longue attente. Depuis 2003,
Les Dragons ont déposé une couronne qu'ils n'ont plus jamais récupérée. Pendant longtemps, le club a oscillé et vacillé entre crise institutionnelle et mauvaise performance. Les Oranges et Noirs sont même devenus un club quelconque. Dernier de la Super League la saison écoulée, l'équipe a touché le fond, un peu comme une piqûre de rappel. Entre alors en scène cet homme, investi d'une mission, relever les Dragons de Lomé. Ils sortaient d'une crise. Ils étaient divisés. La crise a duré. C'est suite à ça que le président Mathurin Deschacus m'a fait appel pour prendre les rênes du club. Quand on est venu à la maison, les supporters, on a essayé de les fédérer, on a pu sortir du bureau des supporters. De ce côté-là, la calmie complètement, tout s'est calmé. Le staff, sa mission, il était clair. Last man. Gare au dernier. Ok. Éternel, nous venons cet après-midi, Seigneur, tu confies une session d'entraînement, Seigneur. Nous t'invitons au milieu de nous, Père Dieu Tout-Puissant. Nouvelle présidence, nouveau projet, nouveau staff, c'est le renouveau à Porto Novo. Sous la houlette du Nigérien à la tête de l'encadrement technique, les Dragons ont retrouvé du peps, l'équipe produit à nouveau du jeu et forcément, les résultats suivent. Le club a terminé leader de la Super League à la trêve. Il y a un état d'esprit qui était bien préparé dès le début et je pense que ça a payé dès le début de la phase aller. Et là, nous sommes dans la Super League Pro. Notre entraîneur nous a donné un état d'esprit, il faut gagner les matchs pour pouvoir avancer. J'espère pouvoir être champion. Là où nous allons, si nous maintenons notre élan, nous pouvons l'être. Chez les Dragons, on rêve à présent d'une 13e étoile. Mais l'équilibre est encore fragile, alors on avance masqué. Il reste une deuxième partie de saison à boucler. Le championnat est long et le titre pas encore à portée de main. Qu'importe, dans un coin de la tête, on y croit. Moi, je suis parti pour prendre la tête du championnat. Je l'ai pris. En phase aller, je ne lâcherai pas jusqu'à la fin du championnat. Notre premier match, nous l'avons perdu. Notre deuxième à domicile, nous l'avons également perdu. Depuis, nous sommes sur une série de 9 matchs sans défaite. Cela n'est pas forcément une garantie, mais nous ferons de notre mieux pour terminer champion. Un monument en péril qui revient au premier plan. Les Dragons de Lomé, c'est le marqueur identitaire d'une génération de footballeurs béninois. Jean-Louis a joué 13 ans cet écusson à la poitrine, dont 8 en tant que capitaine, et son cœur, malgré le temps, est demeuré orange et noir. Les supporters, c'est la force de l'équipe. Je vais au terrain, je les vois. L'animation qu'ils font aujourd'hui, je pense bien que c'est comme ça qu'ils doivent animer le terrain et pour que les joueurs se sentent bien entourés. Remonter le temps pour retrouver un état d'esprit et une organisation qui ont forgé un club, Dragon veut à nouveau cracher du feu, reconstruire un mythe perdu, écrire une nouvelle histoire. Et le retour à la compétition juste après la trêve est un peu manqué pour les Dragons puisque les Oranges et Noirs ont perdu ce samedi 3-0 à domicile de Fondajet Football Club qui récupère le fauteuil de leader. C'était à l'occasion de la 13e journée de la Super League Pro de football du Bénin. Faisons à présent le point de l'actualité internationale avec Génial Afouda Moussi Agoka. Le gouvernement rwandais s'est prononcé sur l'adoption en Grande-Bretagne d'une nouvelle loi sur l'expulsion des migrants, estimant qu'il s'agit d'une décision satisfaisante. Le texte adopté par le Parlement britannique est une loi controversée autorisant l'envoi de migrants sans papier au Rwanda pour que leur demande d'asile soit traitée. Bon, le Rwanda trouve que c'est une décision satisfaisante parce que aujourd'hui, ça va permettre peut-être de ne pas ignorer les critiques, de toujours les écouter, mais au moins de mettre en pratique cette nouvelle solution. Mais plus important encore, cela ne change rien à ce que le Rwanda a toujours dit.
Le Rwanda, ça fait maintenant plus de 30 ans que le gouvernement rwandais, que le peuple rwandais avec son gouvernement travaille dur pour sécuriser ce pays. Inondation meurtrière en Tanzanie. Les habitants de Dar es Salaam, la capitale du pays, jugent la situation vraiment effrayante après que 155 personnes ont péri en raison des fortes pluies liées à El Niño, provoquant des inondations et glissements de terrain. De nombreuses personnes ont perdu leurs biens suite à ces pluies. Le Botswana, frappé par la sécheresse, voit ses sources d'eau s'assécher rapidement. Une situation qui met en danger les hippopotames. Les autorités de conservation ont déclaré que les troupeaux sont coincés dans des étangs asséchés et risquent de mourir. Les agriculteurs locaux voient également les points d'eau se transformer en pièges pour leurs animaux. Selon le Parti socialiste espagnol, 10 000 manifestants se sont réunis à Madrid en soutien au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Ce dernier, rappelons-le, est en pleine réflexion sur une éventuelle démission. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.